Alors dans cette vidéo, nous allons parler de l'antibiorésistance des bactéries. Tout d'abord, il faut commencer par dire que les antibiotiques sont très efficaces face aux infections bactériennes, mais non pas n'importe quel antibiotique. Prenons l'exemple de la souche bactérienne Bacillus megatherium. Utiliser un antibiotique pris au hasard ne fonctionnera pas ou peu. Si on utilise la pénicilline, il y aura peu de résultats sur le long terme, alors qu'en utilisant la tétracycline, les effets sont sans pareil. De la même manière, la souche bactérienne Escherichia coli ne subit aucun effet de la part de la pénicilline. Très peu concluant pour la tétracycline, alors que l'amoxicilline, elle, reste très efficace. La question que l'on peut se poser est comment peut-on le savoir à l'avance ? Eh bien, c'est grâce à l'expérience nommée l'antibiogramme, qui consiste à répandre dans une boîte cylindrique en verre, appelée boîte de Petri, le tapis bactérien de la bactérie à éliminer. Ce tapis bactérien se forme à la suite de multiples divisions cellulaires pendant environ 5 jours, où toutes les cellules filles vont être identiques génétiquement à la cellule mère. Bactéries de base. Elles sont baignées dans une gélose qui favorise le développement bactérien. On place ensuite 4 pastilles imprégnées chacune d'un antibiotique différent de façon à ce qu'elles soient espacées de manière régulière. On laisse ensuite le temps qu'un halo apparaisse ou non autour de chaque pastille. Ce halo correspond à la zone où l'antibiotique va agir et détruire les bactéries. Ceci fait, on regarde l'antibiotique ayant le halo au diamètre le plus grand, qui sera donc le plus efficace. Il est également primordial, dans le cadre de la sécurité, d'éliminer toutes les bactéries à la fin de cette expérience. Mais comment agissent-ils ? Le métabolisme des bactéries, en général, fonctionne grâce à des réactions qui s'y produisent. Mais ces réactions peuvent être empêchées, bloquées par ces antibiotiques. La pénicilline, par exemple, un antibiotique de la classe des bêta-lactamines, va empêcher l'action d'une enzyme sur la bactérie où elle agit, ce qui va provoquer en soi sa destruction. En revanche, les bactéries peuvent devenir ce qu'on appelle antibiorésistantes, c'est-à-dire que les bactéries ne laissent pas les antibiotiques agir et les contrent. Reprenons l'exemple de la pénicilline. Il arrive que les bactéries produisent des bêta-lactamases, enzymes qui stoppent l'action des antibiotiques. Les bactéries responsables de la pneumonie sont sensibles aux antibiotiques de la classe des macrolides. En revanche, ces mêmes bactéries peuvent s'avérer beaucoup plus dangereuses lorsqu'elles deviennent résistantes à ces antibiotiques. Plusieurs possibilités s'offrent à ces bactéries, soit de détruire ces antibiotiques, soit de les empêcher d'agir sur elles, soit de leur faire changer de cible. Le véritable problème
et que si ce sont surtout les bactéries résistantes qui survivent, elles vont se multiplier considérablement. Mais comment deviennent-elles résistantes? L'antibiorésistance des bactéries peut être due à une mutation qui modifie leur génotype. Par exemple, la pénicilline peut inhiber une enzyme bactérienne, c'est-à-dire la ralentir, voire même la stopper, et qui peut en conséquence faire éclater la bactérie. Elle pousse ainsi les bactéries à fabriquer des bêta-lactamases capables de stopper l'inhibition prodiguée par la pénicilline. En conséquence, plusieurs stratégies limitant l'action des antibiotiques s'y dégagent. Soit détruire les antibiotiques, ou bien les empêcher d'entrer dans la bactérie, ou encore modifier les molécules sur lesquelles ils agissent. La résistance peut aussi s'acquérir d'une autre manière. Les bactéries sont capables de s'envoyer du matériel génétique. À l'aide d'un pont cytoplasmique, une bactérie peut donner une molécule d'ADN qui contient des gènes de résistance aux antibiotiques, ce qui change alors le phénotype de la bactérie receveuse et elle devient antibiorésistante. Grâce aux antibiogrammes réalisés dans les établissements de santé et à la collecte des informations à l'échelle nationale ou européenne, on peut suivre alors l'évolution de l'antibiorésistance. Les différentes espèces de bactéries isolées suite à des infections sont de plus en plus souvent antibiorésistantes. Dans les excréments d'animaux d'élevage et d'humains, on retrouve de très nombreuses bactéries résistantes sélectionnées par les traitements antibiotiques. Elles viennent contaminer l'eau et le sol, et donc tous les êtres vivants situés dans leur environnement. Lorsque les animaux d'élevage sont abattus, leurs bactéries intestinales sont disséminées et contaminent la chaîne alimentaire. Les personnes en contact avec les animaux d'élevage, tout comme les consommateurs, risquent ainsi d'être contaminées à leur tour. Certaines bactéries possèdent même plusieurs gènes de résistance aux antibiotiques. Elles sont qualifiées de multirésistantes. Elles sont redoutées par les médecins car elles ne sont plus sensibles qu'à un nombre très restreint d'antibiotiques. On retrouve aujourd'hui très fréquemment ces bactéries dans les hôpitaux, où la pression de sélection naturelle exercée par l'utilisation des antibiotiques est importante. D'ailleurs, elles sont souvent impliquées dans les infections nosocomiales, maladies contractées par les patients au cours de leur hospitalisation. En résumé, les bactéries sont très vulnérables face aux antibiotiques, mais il se peut que certaines développent une antibiorésistance. Cette antibiorésistance est possible soit par mutation de l'ADN directement, ou bien par un don du gène en question par le biais d'un pont cytoplasmique.